Heu, hop, je pense que la conférence a commencé. Donc, pour introduire du coup, le thème de ce soir, donc nous nous retrouvons ce soir pour la dernière rencontre, organisée par le Carreau du Temple et l'Université Paris-Sorbonne 1, Saint-Charles, master des PEC. À l'occasion, nous aborderons comme sujet l'exil et plus spécifiquement du coup le rapport au récit, comme je vous le disais. Aujourd'hui, dans notre webconférence, nous avons la chance d'accueillir les invités suivants. Donc, je vais vous présenter brièvement l'écrivaine franco-libanaise Koshka, auteur de nombreux ouvrages tels que Le voyage de Fatim Zahra ou encore Frères d'exil et bien d'autres. L'écrivaine québécoise d'origine vietnamienne Kim Chiu, si je ne me trompe pas dans la prononciation, n'hésitez pas à me le dire. Très polyvalente, car l'écriture n'est pas sa seule passion, donc nous y reviendrons plus tard. Et enfin, le collectif à l'origine du documentaire d'animation des Nouvelles de Jonas, composé de la réalisatrice Aurélie Paulet, le journaliste Jérôme Tubiana, ainsi que le monteur-réalisateur Gustavo Almenara. N'hésitez pas à me corriger si jamais je prononce mal vos prénoms. Le thème de cette conférence s'articulera autour de la narration du récit d'exilé. À qui s'adresse-t-il? Et bien évidemment, quel message est-il censé transmettre? Nous allons questionner les intervenants sur les témoignages qu'ils ont pu recueillir ou tout simplement leur propre expérience, ainsi que le choix du médium employé et en savoir plus sur la réception des œuvres par le jeune public, par exemple pour vos œuvres Koshka et Kimchi, ou pour tout le monde finalement. Donc, je vous laisse vous présenter, à commencer par peut-être Koshka. Je vous laisse vous présenter à travers votre œuvre. Euh, alors voilà, ben, je suis auteure. J'ai eu un premier métier, j'étais avocate. Euh, la vie a fait que j'ai eu envie de défendre des causes que je choisissais plutôt que les causes qui se présentaient à moi. Alors, quand j'ai eu envie de me mettre à écrire, euh, je n'ai pas pu me mettre à écrire. Comment dire, j'ai voulu d'abord écrire sur l'autisme parce que j'ai un enfant différent et c'est lui, à cause de son utilisation différente du langage, qui m'a poussée dans l'écriture. Mais je me suis rendu compte avant, au moment de vouloir écrire des choses sur lui, que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce thème-là avant d'évacuer un certain nombre de choses sur ma vie à moi. Et j'ai commencé donc par La fille aux cheveux courts, dont le thème est cette bombe qui est tombée sur notre immeuble et le départ. Voilà, et cette bombe qui est tombée sur notre immeuble et le départ a été le sujet de 3 de mes romans. Euh, Frères d'exil n'est arrivé que 20 ans plus tard. Frères d'exil est une commande de Flammarion, de la part de l'éditeur. Flammarion, sachant mon vécu, et ils avaient envie d'un texte sur les migrants, enfin sur l'exil, m'ont demandé si je voulais bien écrire quelque chose, mais ils m'ont tout de suite dit attention, on ne veut pas ton histoire, on voudrait un conte. Euh, voilà, on voudrait un conte. Euh, du coup, j'ai abordé ce texte différemment des autres. Au départ, j'ai eu très peur de dire oui, parce que ça ne venait pas de moi. Et en fait, ce travail de mettre en compte m'a permis de prendre du recul par rapport à ma propre histoire et en fait a été très bénéfique. J'ai beaucoup aimé écrire ce texte-là. Il y a dedans une douceur qu'il n'y a pas dans mes autres textes sur le même thème et une douceur qui personnellement m'a fait du bien. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne D'accord. introduction. Euh, Nous y reviendrons de toute façon. On va parler un peu de vos parcours à vous tous. Et je sais que celui de Kim Chiu est un peu similaire au vôtre. Donc, je vais tout de suite faire la transition avec vous. Je vous laisse vous introduire, vous raconter un peu ce que vous faites, parce qu'il y a énormément de choses à dire, je pense. Allez-y. Par contre, le micro est coupé. Donc, je ne sais pas si. Voilà. Désolée. Ben, on a plusieurs points en commun, Koshka. Alors, j'ai un enfant autiste et j'ai travaillé aussi comme avocate, mais l'écriture m'est arrivée vraiment accidentellement. C'est vraiment parce que je m'endormais beaucoup au feu rouge. Et puis, voilà, une des façons pour rester éveillée au feu rouge, c'était au départ, ce n'était que des listes, hein, des listes de choses que je devais faire et puis des listes de villes, de verbes, enfin, toutes sortes de listes pour garder la tête en marche. Et puis, quand je n'ai plus eu d'idée de liste, et ce sont les notes qui sont venues, mais je ne pensais pas du tout que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir écrire. Et donc, tout ça est accidentel et j'avais été formée, voilà, comme
pour le droit, pour devenir avocate, mais avant ça, comme interprète. Et puis, j'ai ouvert un restaurant. J'étais restauratrice pendant un petit moment, pendant 5 ans. Voilà, donc, mais quel plaisir de vraiment d'avoir le luxe ou sinon le privilège de s'asseoir pour jouer avec les mots, de un, mais aussi de faire un retour ou sinon un regard avec du recul sur l'histoire en général de nous, les humains. Hein, voilà. D'accord. Je tiens à vous remercier encore une fois parce qu'on vous reçoit du coup du Canada via l'ordinateur. Donc, merci à vous tous déjà d'avoir répondu à l'appel. On va passer au collectif. N'hésitez pas à voilà, prendre du temps pour expliquer vraiment votre fonction au sein même du collectif et même ce que vous avez pu avoir comme œuvre dans le passé. Je vous donne la parole du coup, Ray Paulet ou Gustavo ou alors Jérôme. Jérôme Tubiana, vous voulez commencer? Allez, on y va. Ouais, donc je vais prendre Jérôme, quelques... commence, pardon. Ok, je vais prendre quelques petites minutes. Donc moi, je suis journaliste et chercheur et je travaille depuis pas mal d'années sur les conflits et sur les migrations, surtout dans la Corne de l'Afrique et au Sahara. Et puis, en tant que journaliste, je suis un des tenants de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme narratif, qui raconte des histoires un peu longues, souvent autour du témoignage d'un ou plusieurs personnages. Et donc, comme beaucoup de gens qui aiment ce type de journalisme, j'ai écrit de temps en temps pour la revue que vous connaissez peut-être qu'on appelle 21. Et j'ai aussi fait quelques histoires en bande dessinée, en particulier, il y a déjà assez longtemps, je pense que ça doit dater de 2006, l'histoire d'un réfugié du Darfour qui est paru à l'époque dans Charlie Hebdo, qui a été illustré par Catherine Meurice, que vous connaissez peut-être aussi. Et puis une autre des histoires que j'ai écrites pour 21, c'est l'histoire d'un jeune migrant d'origine tchadienne, lui, qui s'est retrouvé injustement emprisonné à Guantanamo pendant 8 ans et qui a donné lieu là aussi à une bande dessinée, cette fois sous forme de livre, hein, ce qu'on appelle un roman graphique aujourd'hui, qui est paru chez Dargaud et qui a été dessiné par le dessinateur Alexandre Franc. Donc ça aussi, je pense, c'est une histoire qui peut plaire à beaucoup d'entre vous. Et puis donc, plus récemment, dans 21, j'ai écrit d'autres histoires de migrants, soit sous forme de récits, ce qui est le récit typique de la revue 21, un long récit, en particulier l'histoire d'un autre réfugié du Darfour qui s'appelle Al-Nour, qui est paru l'année dernière, et puis cette année, dans le dernier numéro de 21, donc celui qui est en vente en ce moment, pour ceux qui ont envie de lire, une histoire en bande dessinée qui parle là d'une ville libyenne qui est devenue un haut lieu du trafic de migrants. En fait, parce qu'en Libye, le phénomène le plus courant, c'est que les migrants sont détenus et torturés en échange de rançons qu'on demande à leur famille. L'histoire là parle aussi d'un Libyen qui tente de recueillir quelques-uns des rescapés de ce trafic et d'une clinique qui a été ouverte dans cette ville par Médecins sans frontières pour soigner ces rescapés. Et cette histoire, parmi d'autres, est venue du fait qu'entre la mi-2018 et début 2020, j'ai eu la chance de me rendre à 5 reprises en Libye pour le compte de Médecins sans frontières, donc pour travailler sur des projets qui concernent, pour venir en aide aux migrants en Libye. Et donc en avril-mai 2019, je me suis retrouvé chargé d'ouvrir un projet de Médecins sans frontières dans un centre de détention libyen qui s'appelle Dar el Jebel, qui se trouve dans la montagne au sud de Tripoli, où là j'ai rencontré beaucoup de migrants détenus, dont celui qui est l'objet du projet qu'on a fait avec Aurélie et Gustavo, qui s'appelle Jonas, c'est un migrant érythréen donc. Et l'idée, qui n'est pas seulement la mienne, mais l'idée de collègues et d'amis de Médecins sans frontières, en particulier quelqu'un qui s'appelle Michael Neumann, ça a été d'essayer de rester en contact avec les migrants. Et là, notamment, il y a eu un outil qui s'est offert à nous, qui était déjà plutôt bien maîtrisé par beaucoup de migrants détenus, qui est WhatsApp. Hein. Et donc, via WhatsApp, j'ai pu rester en contact avec des migrants détenus que j'ai rencontrés sur place, dont le personnage de notre dessin animé qui s'appelle Jonas. Donc, l'idée était de rester en contact avec eux, même lorsque nous, MSF, moi en particulier, je n'étais plus dans le centre de détention. Simplement parfois parce que je passais la nuit un peu plus loin, et aussi même lorsque eux-mêmes venaient à quitter le centre de détention. Certains étaient transférés au Niger ou en Europe, d'autres s'évadaient et se retrouvaient un peu livrés à eux-mêmes dans les rues de Tripoli, la capitale libyenne. Certains aussi tentaient de prendre la mer, et je me suis rendu compte que même lorsqu'ils étaient en mer, on pouvait réussir à être directement ou indirectement en contact avec eux. Donc l'idée d'un autre collègue de MSF qui s'appelle Nicolas Guyonnet, c'était d'en tirer une histoire sous forme de dessin animé. Et c'est là que
travail avec Aurélie et Gustavo a commencé, donc je leur laisse la parole pour la suite. Parfait, exactement, je n'ai même pas besoin de faire la transition. Je vous laisse du coup vous présenter. Aurélie Paulet. Oui, bah voilà, Jérôme a bien amené les circonstances de notre collaboration. En fait, j'avais été en contact avec Nicolas Guyonnet, donc chez Médecins sans frontières, l'année précédente, et on avait envie de travailler sur un projet ensemble sur la question de la migration. Et donc, Nicolas m'a envoyé beaucoup d'éléments, donc qui étaient des ressources à la fois de textes, de photos et de vidéos, qui en fait étaient le fruit de tous les échanges entre Jérôme et Jonas pendant plus d'un an. Et donc il m'a dit, voilà, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose, faire un film avec cette matière-là? Donc il y a une matière énorme, un an d'échange, on peut imaginer que c'est assez conséquent. Et donc moi, je suis réalisatrice de films d'animation documentaire, c'est-à-dire que j'utilise le principe de l'animation, les techniques de l'animation au service d'un propos documentaire. Donc voilà, j'ai fait des petites des web-séries pour Arte, différents projets donc de séries ou de petits courts-métrages dans ce cadre-là. Et donc là, ça m'a vraiment intéressée, comme le sujet me passionnait, et puis ça me paraissait essentiel de raconter ce genre de récits, enfin de témoignages surtout, de trouver une forme narrative pour ces témoignages. Et Nicolas m'a dit, voilà, on a un mois pour faire un film, donc on avait des pages et des pages et des pages d'échanges WhatsApp, plein de photos, toutes plus puissantes les unes que les autres, des vidéos aussi extrêmement marquantes. Donc c'était un peu impressionnant. Et là, j'ai tout de suite pensé à Gustavo, donc Gustavo Almenara, qui est réalisateur lui aussi de documentaires en animation et en prise de vue réelle, et qui était lui très sensible à cette question. Donc comme on avait déjà travaillé ensemble pour de l'animation et que je connaissais son travail plus personnel en réalisation, voilà, je lui ai proposé de participer à l'aventure. Et évidemment, j'ai accepté. Et bah ouais, parce que ça lie un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Enfin, moi, je suis issu d'une famille vénézuélienne qui a migré en France il y a plus de 45 ans. Et du coup, pour moi, c'est une évidence. Les récits d'exil, pour moi, c'est intéressant. C'est tout bête, mais et voilà, vu que on avait déjà collaboré avec Aurélie, pour moi, j'ai ce type de sujet, je l'ai traité auparavant en documentaire, en images réelles, avec un ami avec qui on fait des films qui s'appelle Émilien Cancet, et on a déjà fait des portraits de migrants. Notre dernier film se passé dans la jungle de Calais, où on a rencontré 3 personnages, et on a essayé de trouver un dispositif filmique pour raconter leur histoire. Et donc là, pour la première fois, je pouvais lier ma technique d'animation et ce sujet-là. D'accord. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous aviez déjà une approche de ce sujet-là. C'est pas quelque chose qui est apparu dans une œuvre en particulier. Vous aviez déjà traité de ce sujet en amont. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des questions. Et n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez réagir. Et puis, des fois, je vais plus m'orienter vers certains d'entre vous. Donc déjà, on va commencer par la question la plus basique, qui est pourquoi avoir choisi ce format pour parler d'exil. Et je vais retourner vers vous, Koshka et Kim Chiu. Qui de vous veut commencer? Mais voilà, le format du roman, parce qu'on sait que vous, Kim Chiu, vous avez sorti le roman Rue, qui signifie le ruisseau, si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse me corriger. Oui, ben, il y a 2 sens en fait. En vietnamien, ça veut dire bercer un enfant jusqu'au sommeil. C'est juste un mot, mais pour exprimer une idée très, très longue, parce que le vietnamien vient du chinois en fait. Et comme vous savez, le chinois s'écrit avec des caractères, donc ce sont des idéogrammes ou sinon des pictogrammes. Et donc le vietnamien s'écrivait avec les caractères.
Et c'est seulement dans les années 1800 que le vietnamien a été voilà, alphabétisé. Et c'est devenu une langue de son, mais en fait, à la base, c'était une langue d'image. Donc, même s'il y a juste un son, ru, qui se lit roux en vietnamien, ça veut dire bercer un enfant jusqu'au sommeil. Et par pur hasard, en français, il y a aussi un autre sens qui veut dire le petit ruisseau. Vous voyez, apparemment, en Bretagne, on utilise encore ce petit mot pour désigner le petit ruisseau. Mais avant de continuer, je veux juste rebondir sur ce que Jérôme a dit à propos de 21. C'est très étrange, mais le plus grand musée de l'immigration au Canada s'appelle le Quai 21. Parce que les bateaux arrivent à Halifax, donc complètement à l'est du Canada. Ce port-là, à ce quai-là, c'est le quai 21. Et encore aujourd'hui, on a conservé le nom du quai 21 où les immigrants arrivaient. Un peu D'accord. comme... Et pour revenir du coup pour le format du roman, comment vous expliquez ce choix-là? Pourquoi le roman? Pourquoi pas un autre médium Parce que je ne sais pas comment dessiner. Et je ne sais pas comment faire des films et je ne sais pas comment faire la musique. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment accidentel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la langue comme telle. Et c'est Marguerite Duras, en fait, quand j'ai lu L'Amant la première fois, L'Amant a été plus que juste un excellent roman avec une écriture exceptionnelle. C'est un roman qui m'a permis qui m'a donné un peu de perspective sur le Vietnam. Alors que nous, on a quitté un Vietnam en guerre et en sang. Et soudainement, on lit un livre où le Vietnam était romancé, ou sinon romantique même. Et ça m'a enlevé le poids, en fait, dans le sens où je me donnais le droit de voir ce côté-là aussi du Vietnam. D'accord. Mais je vais du coup basculer sur Koshka. Pourquoi ce choix du coup également du roman? Quelle est cette volonté de faire parvenir un message via le texte du coup? Alors, en fait, il se fait que quand j'avais 15 ans, donc moi, je suis arrivée en France à 12 ans, de façon catastrophique. Donc, très brutalement, ça n'avait pas été prémédité, pas choisi. Et j'ai vécu quelques années très, très sombres où je suis tombée dans l'anorexie. Quand j'étais enfant, petite au Liban, je lisais beaucoup de contes. Je n'en avais pas beaucoup, mais j'avais des contes. Et j'ai vraiment baigné dans les contes, petites, des contes que je lisais en boucle. Et puis, dans ces années très sombres, comme ça, au collège, je n'avais pas d'amis, je ne me reconnaissais pas dans les autres. En fait, moi, j'ai toujours été en exil, d'une certaine manière, sauf aujourd'hui, parce qu'au Liban, j'étais libanaise, mais j'avais une tête de française, et comme papa était français, j'ai grandi en français, j'étais nulle en arabe. Donc, à l'école, je descendais 2 classes en dessous en arabe, et j'étais comme une étrangère. Et quand on est arrivé en France, je ne me reconnaissais pas dans les jeunes Français parce que, pour le coup, j'avais la langue et le visage, mais je venais de vivre une expérience telle sur 2 ans, puisqu'on a vécu 2 ans de guerre avant de partir, que je ne me reconnaissais pas du tout dans les autres. Donc, je me sentais encore étrangère. Et il m'a fallu finalement presque 50 ans, presque jusque maintenant, quoi, pour cheminer, enfin, pour comprendre finalement que, enfin, moi, c'est comme ça que je vis l'exil. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tous des exilés sur cette terre parce qu'on est dans un corps et qu'il s'agit en fait de faire le voyage vers l'autre. Et en fait, je suis une rive, l'autre est une rive, et il s'agit de comprendre que l'important, c'est ce qui nous relie au milieu. Et donc, pour revenir à votre question, à 15 ans, j'allais très mal, et la professeure de français nous a donné à lire Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Et en lisant ce texte-là, tout d'un coup, alors j'ai senti que c'était la vraie vie. J'ai senti que ce monsieur, il y avait une telle fraternité dans ce texte-là que tout d'un coup, je me suis dit, mais wow, la vie, ça peut donc être ça aussi. Et en fait, cet homme, il m'a sorti d'un trou. Avec ce texte-là, en fait, c'était comme si tout d'un coup, un rayon lumineux me donnait la main. Et je pense que ça a été l'évidence à un moment dans ma vie. J'aurais aimé à 15 ans rencontrer un auteur qui viendrait dans la classe et qui me dirait, tu sais, la vie, c'est une succession de combats. Il y a plein de cailloux sur le chemin, mais ça vaut la peine parce que tu vas voir tous ces cailloux, c'est pas pour rien, c'est pour les dépasser. C'est pour arriver finalement à connecter une certaine lumière en soi. Le jour où on comprend que la vie est un conte. Et donc, en fait, aujourd'hui, si j'écris des romans, des contes, c'est pour donner aux jeunes ce que j'aurais aimé avoir reçu, moi, à leur âge.
Et, D'accord. ce sont des romans, enfin, je ne sais pas dessiner non plus. Et comment dire, j'ai besoin je mets tellement de mots, j'écris jamais des choses longues, c'est jamais des longs romans. Quand j'arrive à 100 pages, en général, je suis essoufflée. Néanmoins, pour arriver à 100 pages, j'ai tellement épuré, je rencontre tellement de mots pour arriver à écrire des choses claires que j'ai besoin de la forme du roman. Voilà, D'accord. j'ai besoin de beaucoup de mots. D'accord. D'accord, je comprends bien. Donc, pour revenir au collectif, je pense que vous nous avez un peu expliqué comment vous avez un peu travaillé, enfin, de manière très synthétique, mais on va y revenir. Mais c'est surtout pourquoi le choix de l'animation, pourquoi ce parti pris, en fait, de passer par le dessin. Et voilà, j'aimerais bien savoir quelles ont été les motivations pour voilà, produire ce documentaire d'animation pour expliquer une histoire aussi dure, aussi, voilà, aussi tragique. En fait, à l'origine, les échanges entre Jérôme et Jonas, donc comme Jérôme l'avait expliqué tout à l'heure, étaient des échanges sur WhatsApp. Donc, au travers de ce média, voilà, ils échangeaient des messages, de textes, des vidéos, des photos. Et tous ces échanges retraçaient le parcours de Jonas, donc un parcours semé d'embûches avec des tentatives de traversée de la Méditerranée qui échouaient, donc vraiment géographiquement un parcours complexe. Et donc là, il s'agissait de raconter, de retracer, de synthétiser ces contenus en un film de 1 minute. Pourquoi l'animation ? En fait, l'animation permettait de créer un lien entre tous ces et de donner une forme à tous ces échanges. Nous, ce qu'on a voulu avec Gustavo, c'est trouver une forme un peu, une unité pour mettre en scène tous ces échanges. Et l'animation, donc, ça permettait déjà de faire le lien entre ces textes, ces photos, ces vidéos, mais aussi de raconter et de montrer ce qui se passait derrière, ce qui se passait en fait, ce qui transparaissait à travers ces messages, de mettre en image ce que ça racontait. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans les dessins, et c'est presque des non finito, puisque on perçoit à peine les lignes des visages et de ça, et le dessin disparaît très rapidement. On entend la voix off du coup de Jérôme Tubiana. Est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté aussi de confronter les images réelles, donc les archives, les documentaires, enfin les images documentaires, du coup, où on voyait vraiment les migrants, et de confronter aussi l'image voilà, un peu plus graphique et le dessin, où ça relève un peu plus de l'imaginaire. Quelle est cette volonté de confronter les deux types en fait, de vidéos? En fait, on voulait vraiment que ce film représente le fil qui était lié entre Jérôme et Jonas. Donc, le fil de leur échange était incarné par ces messages WhatsApp. Et parfois, Jérôme n'avait plus de nouvelles de Jonas pendant plusieurs mois. Parfois, les nouvelles arrivaient très vite et il fallait être très réactif parce que Jérôme devait envoyer des informations à Jonas qui étaient utiles à sa survie ou à ses différents ses objectifs. Et il fallait qu'on représente ça en animation. Donc, justement, le principe des apparitions et des disparitions et du dessin qui vibre, du dessin qui apparaît, qui disparaît, nous aidait à représenter cette notion de fragilité du lien qui parfois disparaît puis qui revient d'un coup. Dans les sons aussi, on a voulu exprimer ça. Et on a essayé aussi de recréer cette espèce de présent pendant qu'on est en train d'écrire un texto et qu'on est en train d'attendre la réponse, enfin, de recréer cette espèce de moment où on est en train de parler à travers des mots. Parce que c'est pas une lettre qu'on écrit, c'est vraiment des mots qu'on est en train d'envoyer en direct, quoi. Et des fois, il y a des réponses qui viennent tout de suite, et des fois, c'est 3 jours, 4 jours. C'est pour ça qu'on a mis des dates aussi pour bien montrer ce temps un peu distordu de l'attente de la réponse. Et du coup, je me tourne plus vers Jérôme Tubiana par rapport à ça. C'est ce qui est hyper frappant, c'est l'authenticité des audios, parce qu'on entend vraiment la voix de Jonas, et donc ça donne vraiment un caractère un peu plus, comment dire, bah voilà, comme je disais, authentique.
au documentaire d'animation. Comment ça s'est passé? Vous avez enregistré au moment même où vous recevez les messages ou c'est plus après? C'est un travail qui a été fait en post-production où vous avez voilà, tout Non, enregistré? ouais, non, pas vraiment. On pourrait éventuellement provoquer des échanges ou des messages enregistrés, mais c'est pas quelque chose que je fais, même quand je passe un coup de fil à Jonas ou à un autre contact comme ça, dont je sais qu'il peut être un personnage. J'enregistre pas ce qu'il dit. Et puis après, il y a les questions de consentement aussi qui sont importantes, il y a des questions éthiques. Non, en fait, simplement, moi, j'utilise le matériel que lui ou d'autres vont m'envoyer. Et parfois, si on se parle en direct, c'est juste moi qui prends des notes. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas le reconstituer a priori, même si on aurait pu y réfléchir éventuellement, mais c'est plus compliqué. Donc simplement, quand il m'envoie des photos, quand il m'envoie des vidéos, quand il m'envoie des messages audio enregistrés par lui-même, et ben dans ces cas-là, moi je les garde et puis après je vais les enregistrer, on va les utiliser nous avec son consentement. Mais le principe, hein, c'est un peu le même principe que moi je pratique quand je fais un article de presse ou une bande dessinée de reportage. C'est que ma seule contrainte, c'est que un peu comme dans du documentaire télé, c'est que rien n'est inventé, tout est basé sur du matériel authentique, quoi. Donc après, dans le dessin animé, ben, comme dans la dernière BD de 21 dont je parlais, on a inséré des photographies. Dans le dessin animé, c'est essentiellement mes photographies. Elles introduisent du réalisme, hein, pour répondre à votre question aussi, Nelson. Et moi, je trouve que le contraste est intéressant justement entre la photographie et un dessin en particulier non réaliste. Parce que vous parlez aussi d'histoires dures. Et je pense que c'est pour des histoires dures comme celle-là, hein, comme souvent les histoires de réfugiés ou de migrants qui impliquent de la violence. Là, il y a la question de la représentation de la violence. Je trouve que le dessin est très utile pour ça, justement, parce qu'il permet une certaine suggestion plutôt qu'une représentation trop brutale. Et c'est encore mieux, évidemment, quand le style du dessin est le moins réaliste possible. Pour moi, au départ, hein, pour répondre peut-être à la première question, le dessin animé, c'est aussi le prolongement de la bande dessinée. Pour moi, c'est deux médiums que j'adore en tant que lecteur, en tant que spectateur. Et on se rend compte par ces productions-là, mais aussi en regardant ce que font d'autres auteurs, que les deux médiums fonctionnent vraiment particulièrement bien pour raconter des histoires vraies. Parce que le dessin peut permettre de représenter des choses qu'on ne peut pas photographier ou filmer. Par exemple, des parties de trajets de migrants qu'on ne peut pas suivre parce que c'est trop dangereux, parce que il y a des choses qui doivent rester secrètes, parce qu'il n'y a pas forcément de place pour un observateur, parce que ça se passe sur des temps très très longs. Et tout ça, le dessin permet de le suggérer, tout en laissant beaucoup de place à l'imagination du spectateur ou du lecteur, et en même temps sans rien inventer, sans mentir, sans tricher. On peut utiliser la BD, le dessin animé, permet de raconter tout ça sans avoir recours à des trucages, à des effets spéciaux. On a toute la palette, c'est très artisanal, on a toute la palette sous la main et on peut tout raconter. Donc pour moi, c'est vraiment un ensemble de possibilités vraiment extraordinaires. D'accord, donc j'invite vraiment les... Excusez-moi, j'ai coupé quelqu'un? Non, pardon, j'ai une petite question pour Jérôme. Étant donné que vous écrivez déjà, pourquoi vous avez préféré que ce soit en bande dessinée que juste l'écriture par texte? Je préfère pas, on peut faire les deux. Et, par exemple, pour ma première bande dessinée sous forme de livre, ou même celle d'avant sous forme d'article, hein, dans Charlie Hebdo, au départ, c'était un texte écrit. Et puis, l'idée est venue de l'adapter en livre et on s'est dit, ça c'est pour Guantanamo Kid, pourquoi pas une bande dessinée? Je pense que pour moi, c'était très séduisant parce que j'adore la BD en tant que lecteur. Pareil pour quand l'idée est venue de faire un dessin animé là, avec Aurélie et Gustavo. J'ai dit tout de suite oui parce que, et même personnellement, si on propose d'adapter un certain nombre d'histoires en film, j'aurais tendance à dire oui, mais plutôt dessin animé alors. Parce que je pense que ça ira mieux tout simplement. Et le fait est aussi que ça devient possible aujourd'hui plus peut-être qu'il y a 10 ans ou 15 ans, parce qu'il y a un engouement, hein, du public, des lecteurs ou des spectateurs pour la BD, pour le dessin animé, pour les romans graphiques. Exactement. Et ça nous permet de toucher un autre public aussi, hein, c'est ça qui est formidable. Honnêtement, ça nous permet aussi de toucher un public beaucoup plus large et aussi peut-être même, je dirais, plus intéressant que le journalisme classique, hein, que ce soit le reportage télé ou la photo de presse ou un simple article. On arrive à toucher une audience plus large.
ça me permet de faire une transition sur l'autre question, parce que je peux citer comme exemple, par exemple, Riyad Satouf avec l'Arabe du futur, où voilà, c'était des romans qui pouvaient s'adresser à des adultes comme des enfants. Et est-ce que vous pensez avoir une responsabilité dans le rôle de l'éducation d'un public, d'une population qui est face à de telles questions? Et là, je m'adresse plus à du coup Koshka et Kim Chiu pour vos romans. Est-ce que vous pensez que voilà, ça touche aussi les enfants? Est-ce que c'est intéressant aussi de s'adresser à des populations plus jeunes, enfin d'un public plus jeune en tout cas, excusez-moi. Je peux y aller, Koshka, ou... Vas-y, vas-y. Oui. J'ai eu la chance, vraiment, Rue a eu la chance d'être lu ou être encore beaucoup lu dans les écoles. Je vous dirais du primaire jusqu'au secondaire. Au Canada, c'est le high school, l'équivalent du high school américain. Et je crois que, contrairement à ce qu'on croit, ils sont très intéressés en fait, par l'histoire. Peut-être pas du même angle que lorsqu'on est adulte et puis on approche ces histoires-là, mais ne serait-ce que l'histoire de l'identité, comme Koshka en a parlé tout à l'heure, quand on a 15 ans, on se cherche, même quand on n'est pas en exil, même si on n'est pas en train de vivre des situations extrêmes. Et étrangement, ces récits migratoires leur donnent presque des outils pour trouver leur propre identité. Alors, c'est, on le dit tout le temps, hein, quand on ne connaît pas le passé, c'est difficile de construire l'avenir. Et dans mon cas, dans le cas du Vietnam tout particulièrement, la page d'histoire sur les boat people, sur les migrants de l'époque, hein, n'est pas écrite dans les livres d'histoire au Vietnam. Et cette page-là n'est pas écrite non plus en France ou aux États-Unis ou au Canada, bon, en fait, dans les pays occidentaux qui ont reçu des boat people vietnamiens parce que c'est une page trop petite pour être enseignée à l'école. Donc, oui, je me donne un peu le devoir d'en parler un tout petit peu. D'accord. Et vous, du coup, Koshka? Mais j'avais l'âge des collégiens en fait quand moi je suis partie. Donc il n'est pas difficile pour eux de s'identifier à moi quand ils lisent mes textes. Moi, c'était évident. J'ai eu un certain nombre de textes parce que j'ai des textes. Souvent, les éditeurs me disent, mais on ne sait pas où te mettre parce que ce sont des textes qui, souvent, au niveau du fond, sont difficiles, mais que j'écris le plus simplement possible. D'une part, parce que je trouve que c'est plus difficile de faire simple. C'est difficile de faire facile parce qu'il faut avoir digéré un certain nombre de choses. Et moi, je cherche vraiment à la fois toucher les jeunes et toucher les enseignants parce que les enseignants feront passer le texte beaucoup mieux aux élèves si eux-mêmes ont été pris par le texte. Donc, j'ai des textes, en fait, dont les fonds ne sont pas simples, mais avec un langage simple. J'ai déjà fait des rencontres sur des mêmes textes avec des jeunes et avec des adultes et ce n'est pas si différent. Je suis quelquefois très étonnée par les questions, même des enfants, même en primaire en France. On se pose beaucoup de questions quand on est petit. Pour moi, quand on est petit, on est aussi très grand. Et les enfants sont extrêmement curieux. Il y a une curiosité de l'enfant et pour moi, il est important d'aborder des sujets graves. Par exemple, en jeunesse, il est difficile de faire passer des sujets sur la mort. Et pourtant, ce sont des questions que les enfants se posent. Et moi, je trouve très important de parler de la mort rapidement pour que la vie prenne son importance. Pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence entre les petits et les grands. On est à la fois tous petits et grands. Et je peux très bien m'adresser à l'enfant qui est petit de taille, mais m'adresser à la grande personne potentiellement qui est là déjà en lui en graine. J'aime beaucoup le public. J'aime énormément aussi les adolescents parce que ce sont des âges très difficiles, cette frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Moi, j'ai perdu confiance dans les adultes quand j'avais 12 ans parce que ces adultes qui nous disaient quand j'étais petite, ne vous battez pas, s'étaient mis à se battre et avaient cassé mon pays. Et avoir perdu confiance dans le monde des grands quand on est adolescent, c'est très, très compliqué. Et il est important pour moi d'aller voir les jeunes et il est important pour moi de leur dire aussi aujourd'hui, regardez, on va vous transmettre un monde un peu étrange aujourd'hui avec des problèmes de climat. Mais c'est parce qu'à votre tour, comment dire, vous avez un travail à faire. Comment dire, je ne suis pas du genre à m'excuser du monde qu'on leur lègue. Je crois que chaque génération a ses combats. Et je pense que la vie, c'est une espèce de grande chaîne comme l'ADN.
moi, je viens du passé, je vais vers le futur et je ne suis pas, que moi. Je crois d'ailleurs que moi n'existe pas. Migrant, quand on partage le mot, c'est moitié grand. On est tous des moitiés grands et on ne devient grand que quand on a rencontré l'autre migrant. Ce sont des combinaisons. Pour moi, la personne est, comment dire, on part de personne pour devenir quelqu'un. Et c'est très intéressant parce que ça me permet de faire, d'évoquer aussi la singularité de chacune des traversées. Et là, je vais plus m'adresser à vous, du coup, le collectif, par rapport au documentaire d'animation. Et je vais lire une citation de Bernardo Toro, excusez-moi, qui dit que si tous les récits de migrants se ressemblent, ce n'est pas uniquement parce que les parcours migratoires comportent les mêmes difficultés, c'est aussi et surtout parce que tous les migrants sont soumis aux mêmes besoins de reconnaissance, d'assistance ou encore d'acceptation. Et donc, pour vous, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez faire du coup de ce témoignage-là, de ce jeune Jonas, un documentaire d'animation, ou c'était en réfléchissant après, vous vous êtes dit, ça vaut le coup du coup de mettre cette traversée sous forme d'un documentaire d'animation. Je ne sais pas si vous allez comprendre ma question. Est-ce que j'ai Si, été clair? si, Comment ça si. s'est passé en fait? Comment vous avez travaillé du coup sur cette Juste expérience-là? par rapport à cette question et par rapport à la notion de singularité, et après, je pense que Jérôme a vraiment beaucoup de choses à dire et Gustave aussi sur la question. J'ai aussi l'impression que ce sont des histoires singulières à chaque fois. Là on s'est concentré sur l'histoire de Jonas parce qu'il fallait faire tout simplement, pragmatiquement, un film très court. À la base, on voulait croiser les parcours, les récits de 3 ou 4 personnes différentes qui sont donc les interlocuteurs de Jérôme. Et c'est vraiment, on a dû se restreindre au récit d'une personne, mais notre projet, notre envie, c'est de développer l'histoire de Jonas, qui est encore plus complexe que celle qu'on a pu raconter en si peu de temps, et aussi réinsérer les parcours et les récits des autres interlocuteurs de Jérôme. Parce que certes, il y a beaucoup de points communs et une destinée très proche entre tous ce nombre énorme de migrants, mais c'est aussi des histoires singulières, des personnes vraiment différentes les unes des autres, qui ont chacune leur histoire bien spécifique. Et ça, pour nous, c'est important d'aussi signifier la singularité de chacun, parce que ça permet aussi aux spectateurs de vraiment se sentir proche de chaque, là, de Jonas spécifiquement, comme étant peut-être lui, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être son voisin, son fils, son père, son ami. Et ça nous semble important de marquer la singularité des destins de chacun. Moi, je pense à ton film, Gustavo, que tu as fait à la Jungle de Calais, qui raconte aussi ça. Ouais. Pour moi, c'est au-delà d'histoires singulières, c'est des aventures extraordinaires. Comme dans votre question, comment dire, pour moi, ça devient presque des mythes. Vous parliez tout à l'heure, Koshka, de contes. C'est des histoires qui sont... ils ont tous les mêmes histoires à raconter, les mêmes difficultés. Mais quand on rentre dans leur aventure, ça devient une histoire incroyable. Moi, j'ai été élevé dans un conte comme ça, qui m'a fabriqué, pour moi, l'histoire de ma famille est héroïque. Et voilà, ça c'est moi, en tant qu'enfant, en écoutant cette histoire, que j'ai transformée comme ça, alors qu'elle est très peu originale. Hein. Il y a plein de gens qui ont vécu ce genre de choses. Mais pour moi, c'est fondamental de faire passer ces histoires. Elles sont d'une richesse incroyable. Ça nous élève. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais Si, c'est exactement ça. Et du coup, je reviens vers vous, Jérôme Tubiana. Je sais que vous êtes resté longtemps sur cette zone, qui est du coup l'Afrique de l'Est, si je ne me trompe pas, ou en tout cas l'Afrique, le continent africain. Vous avez dû vous avez dû connaître énormément d'expériences. Est-ce que celle-là vous a marqué plus qu'une autre, ou alors vous pensez que c'est tout diffère? Je vous laisse répondre à ma question.
Ouais, toutes diffèrent, mais et c'est vrai qu'à mon sens, elles sont toutes singulières. Enfin, tous ces personnages qu'on rencontre sont singuliers, mais aussi, moi, j'aime bien suivre les personnages, et donc comme Jonas, avec qui je reste toujours en contact, mais il y a d'autres personnages que j'ai rencontrés il y a plus de 10 ans, avec qui je suis toujours en contact, et j'aime bien les suivre. Alors après, c'est pas toujours facile de raconter la suite de leur histoire quand on l'a déjà raconté une fois. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'aime bien revenir dans les mêmes endroits, j'aime bien suivre les mêmes personnages. Et souvent, on devient des amis. Mais j'insiste quand même sur deux points qui ont déjà été dit, la singularité. Par exemple, après l'histoire de ce migrant qui était à Guantanamo et qui reste un ami avec qui je suis toujours en contact, on m'a demandé si je voulais raconter l'histoire d'un autre personnage qui avait été à Guantanamo. Et j'ai dit que non, parce que c'était lui que j'avais rencontré, que c'était lui mon ami. Et puis aussi, en réalité, il n'est pas n'importe quel personnage, parce que Mohamed, hein, ce personnage qui était à Guantanamo sur lequel j'ai fait une BD, bah, il est exceptionnel, et tout le monde, tous les gens qui ont lu son histoire disent ah ouais, c'est pas n'importe qui. Il a été exceptionnel par son jeune âge, c'était un adolescent justement. Donc c'est le livre là aussi, comme on le disait pour les deux, les romans s'adressent aussi en particulier à des adolescents, parce que lui-même souhaitait s'adresser à des adolescents. Et puis aussi parce qu'il est particulièrement résilient, particulièrement attentif aux autres. Donc moi, j'ai tendance à choisir des personnages exceptionnels, et notamment qui sont exceptionnels. Leurs vies sont des récits d'aventure, et d'ailleurs eux-mêmes se qualifient parfois d'aventuriers, hein. C'est souvent un terme que les migrants d'Afrique subsaharienne utilisent, hein. Ils disent on part à l'aventure, on est des aventuriers, on n'est pas n'importe qui. Et donc moi, j'essaye de mettre en avant ça, et pas juste de les présenter comme des victimes, mais comme des gens qui effectivement vivent des aventures qui peuvent être dangereuses, qui peuvent mal se terminer, mais qui ont aussi une dimension vraiment, oui, de récit d'aventure et de voyage. Alors après, comment on arrive à ces personnages-là, pour répondre à cette question-là peut-être? Ben, je pense que petit à petit, quand on fait ce travail-là, ce type de journalisme depuis 20 ans, ben, on sait faire un peu que ça, mais on finit par avoir un petit talent pour repérer des histoires, pour repérer des personnages. Et puis par moments, elles viennent à vous, en fait. Donc, par exemple, il y a 2 ans, il y a un jeune Tchadien là aussi, avec qui j'étais en contact et avec qui j'ai commencé à travailler. Et bon, par coïncidence, on s'est trouvés tous les deux bloqués, en fait. On devait faire un voyage ensemble, il devait travailler avec moi comme interprète, mais on s'est trouvés arrêtés par les services de sécurité tchadiens. Et donc, j'étais bloqué dans un hôtel, et lui avec moi, le temps de régler les problèmes, en fait, le temps d'être expulsé en réalité. Et il m'a dit, bon, ben, puisqu'on a du temps, je sais que tu aimes bien les histoires, les aventures. Ben, si tu veux, je peux te raconter la mienne. Et donc, il avait entendu dire que je racontais des histoires comme ça. Et il m'a raconté son histoire, et elle était vraiment extraordinaire, parce qu'en fait, lui aussi avait un projet de migration vers l'Europe, mais par erreur et un peu par jeunesse et par bêtise, il s'est retrouvé embringué dans des groupes armés au Mali. Et donc, il m'a raconté une histoire que j'ai publiée aussi dans une revue, et qui est, à ma connaissance, le seul témoignage vu de l'intérieur, de quelqu'un qui a été dans des groupes armés au Mali, et qui en est revenu, et qui est comme un repenti, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que parfois, ce genre de récit, ouais, quand quand vous vous intéressez vraiment à ces personnages et à ces récits-là, ben, ils viennent à vous tout seuls, quoi. Ouais, et ce qui était très important, pour penser plus personnellement à un échange que j'ai pu avoir avec mon cousin qui a fait cette traversée du coup de la Côte d'Ivoire jusqu'en France. Et donc ça ressemblait beaucoup dans la forme du témoignage et de ça. Là, on va passer à une autre question pour ne pas perdre de temps parce qu'il est déjà 45. Et je vois Mais aussi qu'on c'est, a des questions dans le on va questions-réponses y sur le venir. côté. On va y venir juste après à 20h. À 20h, on aura du coup Ok. les questions des auditeurs, enfin, de ceux qui nous regardent. Du coup, quel message avez-vous, et là je m'adresse voilà, plus à Koshka ou surtout Kim Tsu, quel message avez-vous voulu transmettre à travers vos différents projets? Est-ce qu'il y a une volonté particulière, un message politique, personnel, ou juste une volonté de se rapprocher de ses racines du coup? Vous savez, ma seule mission dans la vie quand j'écris, c'est de partager la beauté. Je sais que ça semble être contradictoire, hein, de dire de parler de guerre et tout ça, et de vouloir partager la beauté, mais je crois que c'est Tim O'Brien, en fait, un écrivain américain
qui m'a fait réaliser que, en fait, la beauté est le meilleur véhicule pour parler d'atrocité. Parce que je crois que quand on parle de l'atrocité, oui, l'autre, on n'a pas tous eu la chance, en fait, de vivre l'horreur. Donc, on parle de l'horreur en tant que telle. Je pense que la personne en face de nous va comprendre l'horreur, mais seulement au niveau cérébral ou intellectuel. Mais quand vous parlez à travers la porte de la beauté, on rentre directement dans le ventre ou par le cœur, hein, tout simplement parce qu'on a tous eu la chance de vivre la beauté au moins une fois. On a vu le ciel bleu au moins une fois dans notre vie. Et du coup, vraiment, j'utilise d'abord les mots parce qu'ils sont beaux en soi. C'est une richesse de nous, hein, les humains, d'avoir les mots. Et ensuite, je crois que dans les situations très, très, très difficiles, la beauté se révèle, comment dire, se précise. On le voit encore mieux parce qu'elle est rare, parce qu'elle est précieuse. Et donc, mon seul message, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une part d'ombre de nous, mais aussi, on est capable de grandeur. Et ce qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est ça, c'est les Médecins sans frontières qui a été créé justement pour faire face aux catastrophes. Donc, les humains sont capables de cruauté et ça, il faut qu'on reconnaisse qu'on a ce côté de nous pour pouvoir voilà, compenser ou sinon aller vers l'autre destination en fait. Donc, c'est ma seule mission. C'est vraiment partager la beauté comme, bon, j'allais rebondir sur des histoires qui arrivent vers nous. Pour moi, de rencontrer une soldate qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, 92 ans, qui me raconte que, voilà, qu'elle avait 30 grains de sel par jour pour manger et qu'elle ait survécu, quoi. Donc, il faut parler de ça, c'est de la résilience humaine, comment on réussit quand même à se relever ou sinon à s'accrocher à la vie et voilà. D'accord. Pour revenir à vous, Koshka, j'ai une question, c'est du coup, à travers le récit, est-ce qu'il y a une volonté de faire émerger la dimension de double identité, cette idée de pays, de culture, un pays d'origine, une terre d'accueil? Est-ce qu'il y a eu vraiment cette volonté au sein même de vos récits? Euh, En fait, quand je commence à écrire quelque chose, moi j'écris beaucoup avec mon inconscient. Je ne sais en fait souvent pas vraiment où je veux aller. Je ne me pose pas ce type de questions-là. En fait, je suis vraiment mue par l'urgence de dire aux gens, quel que soit, enfin, je ne dirais pas que c'est une mission, mais maintenant, aujourd'hui, je suis comme ça. Toujours cette envie de dire aux autres, mais regardez comme c'est beau. J'entends tout à fait ce que dit Kim, je me reconnais très très fort dans ce qu'a dit. Disons que je crois que quand on a eu la chance quelque part d'avoir traversé des épreuves et quand on les a traversées, qu'on est passé de l'autre côté, on n'est plus le même. Ça a changé nos yeux. Moi, souvent, les éditeurs me disent, Koshka, on en a marre de ta poésie, mais j'y peux rien. Elle est dans mes yeux. En fait, elle m'a été essentielle pour traverser. Et je ne vois plus le monde de la même manière. Comment dire, je ne voudrais pas qu'on ait changé quoi que ce soit dans ma vie. Pourtant, j'ai été très mal souvent. De la même manière, enfin, mon fils qui est différent, si quand il était petit, on avait pu me le changer, faire qu'il soit normal, j'aurais voulu qu'on fasse ça. Et puis maintenant qu'il a traversé l'épreuve, qu'il s'en est sorti et qu'il m'a transformé, parce que vous n'imaginez pas tout ce que les gens différents nous apportent. Ils nous apportent la dimension qu'on n'a pas, que ce soit le migrant étranger, que ce soit l'enfant différent ou l'adulte différent. En fait, la différence de l'autre nous apporte une dimension. Mais je remercie les épreuves, en fait. Et ça me paraît très important aujourd'hui d'aller dire aux gens, mais bon sang, finalement, enfin, je vais dire quelque chose de terrible, mais d'avoir connu la guerre et d'avoir connu l'exil me font aimer la paix. Comment dire, la paix n'est pas quelque chose de normal. La paix est quelque chose que tout est grâce. Quand on a été obligé de traverser des choses difficiles, ce que les autres pensent être normal est reçu aujourd'hui pour moi comme une grâce. J'apprécie mieux le soleil. Je vois le soleil autrement, en fait. Avant, le soleil était normal.
voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais Si, mais j'entends bien et je pense que c'est voilà, une belle citation pour répondre à la question. Euh, J'ai peut-être une dernière question qui va plus s'adresser au collectif, c'est est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir concernant ce thème de l'exil ou en tout cas indirectement liés à ce thème-là? Du coup, Aurélie Paulet ou Jérôme Tubiana, je sais pas. Ouais, moi j'en ai un. J'en reviens à ma famille, parce que bon, je connais bien l'histoire. Et du coup, enfin, voilà, j'ai commencé à faire un film sur l'histoire de mon père. Et du coup, j'ai provoqué une discussion entre lui et son petit-fils, qui est mon neveu. Donc, je lui ai fait raconter sa vie à son petit-fils qui a 12 ans. Et j'ai enregistré, voilà, j'ai 9 heures de dialogue et j'ai envie d'en faire un film d'animation. Voilà, c'est à l'état d'écriture. Donc, c'est vraiment la transmission d'un grand-père à son petit-fils. Le dialogue est bilingue, donc il parle en espagnol et son petit-fils lui répond en français. Il lui raconte les raisons pour lesquelles il est parti, et voilà, et voilà, c'est D'accord. ce qu'il va faire. Sinon, j'aimerais bien travailler avec vous. Bah écoutez, c'est fait pour les rencontres. Il est déjà, enfin, il est 19h51. Je pense qu'on va commencer à lire les questions qui ont été mises dans le chat. Je pense que vous y avez accès. Clara, je ne sais pas si je te laisse du coup évoquer, ou alors tu veux que je m'en occupe. C'est comme tu veux. Ça nous laisse du temps comme ça. Ton micro il est coupé du coup. Oui, c'est bon. Je peux le faire, ça va aller. Okay. Du coup, merci. Merci pour tous ces échanges. Je vais passer aux questions du coup qui sont sur le chat. Donc, il y a une question de Maria Alcala qui est pourriez-vous expliquer les raisons qui vous ont amené à choisir la route du journalisme narratif? Donc, c'est une question pour Jérôme Toubiana. Ok, merci. D'abord, je crois que c'est juste que je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Mais c'est surtout que j'aimais bien travailler lentement, en fait. Je suis toujours assez lent. Je pense dans mon travail de terrain en particulier, j'ai du mal à ramener un sujet en quelques jours. J'aime pas travailler dans l'urgence. J'aime pas travailler sur l'actualité. Et du coup, voilà, donc et puis quand je reviens avec beaucoup de notes, eh ben, j'aime pas avoir le sentiment d'utiliser que 10% de mes notes. J'aime pas non plus tellement les articles dans lesquels les citations font 2 lignes. J'aime bien qu'on laisse la parole aux personnages pendant de longs paragraphes, des pages, etc. Donc voilà, le journalisme narratif, c'est ça en fait. C'est d'abord d'avoir de la place, quoi. C'est d'avoir le temps de dérouler une histoire. C'est un journalisme qui imite la fiction, mais qui n'est pas de la fiction, qui utilise des recettes de la fiction. Et donc, et qui peut aussi bien utiliser donc des recettes de la fiction du roman ou de la bande dessinée ou du cinéma ou du dessin animé de fiction. Mais la différence, c'est que tout est absolument basé sur ce qu'on a vu, observé, noté, entendu, rigoureusement, quoi. C'est ça qui est amusant aussi, c'est d'utiliser ce mode-là. Et puis pour le dessin, par exemple, c'est aussi très intéressant d'utiliser un dessin qui est d'habitude utilisé pour attribuer à de la bande dessinée pour enfants, mais d'utiliser pour raconter une histoire qui n'est pas vraiment pour les enfants, etc. Voilà, et bien on n'a pas vraiment répondu, mais donc avec Aurélie et Gustavo, on aurait tout simplement le projet de transformer ce petit documentaire de commande en fait pour Médecins sans frontières en un long métrage, en un film plus long, en une série, parce que là encore le matériel que moi j'ai rapporté de Libye, on pourrait en faire beaucoup plus long. Et puis voilà, et je travaille aussi sur une bande dessinée qui serait un livre, et dont la bande dessinée dont je parlais là, qui est en ce moment dans le numéro de 21 qui est en librairie. C'est un peu ça donne un avant-goût de ce que pourrait être la bande dessinée livre sur laquelle je travaille. Ok, très bien, merci. Je vais poser une deuxième question de Ekaterina Leonova
qui est destiné à Kim et Koshka. Est-ce que vous pouvez dire que vos livres peuvent être un moyen de dire merci à votre pays d'accueil? Je peux y aller, Koshka, si tu veux. Vas-y, vas-y. Vous voulez? Oui, tout à fait. Ce n'était pas le but, mais pour moi, c'était tout naturel parce que le Québec nous a ouvert les portes de façon tellement généreuse et tellement je vous dirais que c'était... Et je vais prendre le temps de vous raconter un petit peu mon arrivée pour que vous voyez pourquoi cette écriture-là était également pour remercier mon pays d'accueil. C'est que quand je suis arrivée, vraiment, la petite ville qui nous attendait était présente. Il y avait tellement de gens que j'avais l'impression que c'était une forêt de géants qui m'attendaient avec des grands manteaux d'hiver, vous voyez, avec la barbe et tout ça, des images auxquelles je n'étais pas habituée. Et tout de suite, ils nous ont pris dans leurs bras. Et ça, c'était très contraire à la culture asiatique dans laquelle j'avais été élevée. Et le plus grand choc, je vous dirais, c'est qu'on arrivait dans un camp de réfugiés avec toutes sortes d'infections sur nous parce qu'on n'avait pas accès à l'eau, on n'avait pas, voilà, et donc tout s'infectait très rapidement avec des poux dans les cheveux, la diarrhée chronique et tout, donc on se savait dégueulasse, quoi. Et ces gens-là n'avaient pas hésité une seule seconde à nous prendre dans leurs bras. Et ça, c'était un grand choc parce que même moi, aujourd'hui, à 52 ans, je ne suis pas sûre que j'ai assez de générosité pour me prendre moi quand j'avais 10 ans. Vous voyez? Et le choc qui a déterminé la citoyenne que je suis devenue, ou sinon qui m'a donné les ailes pour écrire aujourd'hui, c'est que, évidemment, dans le camp, il n'y avait pas de miroir parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, donc on ne s'était pas vu depuis un bon moment. Et la première image que j'ai eue de moi-même, la première réflexion, c'était dans le regard de ces gens-là qui nous regardaient comme si on était des trésors qui tombaient du ciel. Et donc, je ne m'étais jamais vue aussi belle qu'à ce moment-là et je ne me suis jamais revue aussi belle qu'à ce moment-là. Et donc, ce moment d'amour, je vous dirais, a donné une deuxième naissance et a donné toute la liberté que je possède aujourd'hui pour exister et pour être. Et donc, je crois que ces livres-là n'auraient pas été possibles sans cet amour pour mon pays d'accueil. Et donc, oui, tout à fait. Et j'espère qu'il a rempli sa mission, en fait. Pour rebondir juste, qu'est-ce qui vous a plu dans la culture canadienne quand vous êtes arrivé, malgré le dépaysement? Oh, écoutez, c'est sûr que oui, on peut parler d'épreuves, il y a toutes sortes d'épreuves, ne serait-ce que la température, n'est-ce pas? À commencer avec la température. Mais vous savez, je regarde la vie un peu comme un athlète. Un athlète, ils ajoutent du poids pour devenir plus fort, ils ajoutent de la distance pour devenir plus rapide et tout ça. Donc, pour moi, ça a été des occasions pour devenir plus fort. Et la plus grande preuve, c'est que je suis née très, très faible avec toutes sortes d'allergies. Et après 4 jours en bateau, sans manger, sans boire et tout ça, ben, j'ai perdu toutes les allergies. Et ben, en fait, ceci dit, je crois que c'est parce que tout le monde vomissait et tout le monde se vomissait dessus parce qu'on était 218 personnes sur un petit bateau de 10 mètres de long. Et donc, j'ai acquis tous les anticorps de tout le monde, vous voyez, et je suis devenue maintenant, ben, je pense que je suis devenue intuable, quoi, depuis, voilà. Et donc, le Canada, c'est rien après. Et les épreuves au Canada, si j'ai à décrire, je vous dirais plutôt que tous les rêves ont été réalisés au Canada avant même que je sois capable de les concevoir. Vous voyez, il faut beaucoup de connaissances pour concevoir les rêves et je n'ai même pas eu le temps parce que tout s'est réalisé bien avant. Ne serait-ce que le premier chèque que j'ai reçu en tant qu'avocate, je pensais que c'était pour l'année, c'était un trop gros montant. L'immigrante que j'étais, je ne pensais même pas que c'était possible. Donc, pardon, c'était ça, hein, la question. Je ne sais plus c'était quoi la question. Pardon. Mais oui, donc le Canada, oui, c'est peut-être difficile, mais en même temps, non. Ça n'a été que des occasions pour devenir vraiment une meilleure version de moi-même. Koshka, du coup, je vous laisse. Oui, ben moi, en fait, le fait que quand j'étais petite au Liban, je ne me sentais pas libanaise et que quand je suis arrivée en France, je ne me sentais pas française, en réalité, mes textes, ce n'est pas tellement pour dire merci au pays d'accueil,
mais parce qu'en fait, je ne sais pas d'où je viens, qui m'a accueillie. Et quand on dit je suis franco-libanaise, c'est vrai, je suis libanaise depuis peu de temps. Parce qu'en fait, moi, je suis née au Liban, mais comme au Liban, la nationalité n'est pas transmise par la mère. Elle est transmise par le père. Et comme mon père était français, elle n'est pas transmise par le sol non plus. Donc, moi, au Liban, j'étais française. Et je parlais mal l'arabe. Et puis, à la guerre, on est parachuté en France. Et là, je suis dans mon pays, puisque je suis française, mais je ne me reconnais pas dans les Français. Et donc, finalement, en fait, je ne dis pas tellement merci à mon pays d'accueil. C'est pas que je ne dis pas merci à la France, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais je ne sais pas très bien d'où je viens et où je suis arrivée. Moi, je dis merci tout court, en fait. Merci pour la traversée. On dit que je suis franco-libanaise. Je ne suis pas vraiment française, je ne suis pas vraiment libanaise. Moi, je suis plutôt le trait d'union entre les deux, parce que j'ai fait le lien entre deux endroits peut-être, ou entre le sentiment d'être de nulle part au départ, et aujourd'hui, ce n'est pas que je suis de quelque part, mais c'est que maintenant je suis dans le cœur, je suis en paix. Et en fait, moi, je ne me sens ni libanaise ni française, mais aujourd'hui, je suis unifiée. Voilà, je suis unie. Voilà, je réponds très mal à votre question peut-être, mais je n'ai pas le sentiment que la France m'a accueillie parce que j'étais française. Mais j'ai accueilli la vie. C'est merci à la vie que je dis, en fait. En écrivant mes textes, en fait, j'ai fait la paix avec tout ce que j'ai vécu. Et c'est cette paix que je transmets aux enfants, en fait, et c'est ce merci-là. Merci pour ce chemin enfin accepté et reçu. J'ai reçu, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai reçu le bénéfice de toutes ces épreuves-là. Voilà, c'est ce que raconte Kim aussi. J'ai reçu la force de toutes mes faiblesses. Je me suis pendant très très longtemps sentie extrêmement faible. Et ce voyage a fait qu'aujourd'hui, je me sens quelqu'un. Ça y est, je suis vivante. Merci beaucoup. Du coup, j'ai encore deux petites questions. De Olga Brice, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Comment avez-vous écrit vos premières œuvres? Voilà, elle a un projet d'écriture, elle aimerait avoir quelques conseils d'écrivain. Si je peux citer Danny Laferrière, qui est un très grand écrivain, il est membre de l'Académie française d'ailleurs, mais d'origine haïtienne, qui a vieilli plutôt au Québec. Et il a dit que la première qualité d'un écrivain, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir longtemps sans bouger, c'est-à-dire 8 heures par jour sans bouger. Et moi, j'ajouterais que oui, s'asseoir, écrire, mais surtout effacer beaucoup dans mon cas. Le bouton, vous voyez, pour delete sur mon clavier est le bouton le plus utilisé, en fait. Et je jette et je vide la poubelle le plus possible parce que j'ai trop honte, en fait, de ce que j'ai écrit. Donc, je pense que, ouais, l'écriture, c'est beaucoup aussi effacé et je jette probablement 70% de ce que j'écris. Oui, on écrit, dans mon cas, j'écris beaucoup sur les gens que j'ai eu la chance de rencontrer ou entendus, mais on ne réussit jamais à donner le 100% de la réalité et donc accepter de ne pas pouvoir tout donner et de ne pouvoir conserver que peut-être le 0,1%. Donc, je suis moins bonne que M. Toubiana qui peut peut-être relater beaucoup plus avec le journalisme narratif, mais dans mon cas, voilà, je pense que je suis capable de rendre seulement le 0,1% de ce que j'aimerais pouvoir dire. Donc, voilà comment j'ai écrit. Mais chacun, donc il faut juste s'asseoir puis écrire. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi laisser passer le temps. Moi aussi, j'efface énormément, mais
laisser passer le temps et relire et recommencer. Le temps donne une dimension à l'écriture, chez moi en tout cas. On n'écrit pas rapidement. Moi, en tout cas, j'écris pas rapidement. Je peux parfois m'enfermer dans une chambre d'hôtel pendant 2 jours pour écrire 2 phrases. Je sais que pour le dernier roman, donc ça coûte très, très cher hein? Pour écrire, dans mon cas, mais il faut travailler, retravailler, et dans mon cas, de pouvoir décrire la situation avec le moins de mots possible, ou sinon, pour que ça reste concis et précis. Et c'est là où peut-être mon passé d'avocate a une grande influence, c'est que chaque mot a son poids et l'importance de la concision et la précision dans le texte, en fait. Chaque ponctuation a son rôle à jouer. Voilà. Bien, merci. Et j'aurais une question pour Jérôme. Je voulais savoir si du coup vous avez pu en parler avec Jonas de ce court-métrage et s'il a pu participer et si vous avez des nouvelles de lui, ce qu'il est devenu. Oui, donc en fait, on a essayé de le faire participer dès le départ, déjà pour avoir l'autorisation d'utiliser son nom pour commencer, puis d'utiliser le matériel qu'il envoyait. Et il y avait alors parce qu'évidemment à chaque fois j'essaie de demander la permission, mais aussi parfois même d'être un peu plus restrictif parce qu'il y a des migrants par exemple qui sont encore en Libye ou qui n'ont pas encore leur statut de réfugié en Europe et qui pourraient être mis en danger par le fait qu'on raconte leur histoire. Ou pas, parfois ça peut jouer un rôle positif. Donc là, pour Jonas, il y avait un petit problème supplémentaire, enfin il y en avait plusieurs, mais il y a le fait qu'il existait aussi un autre Jonas en Libye et je voulais pas et qui était encore en détention et je voulais pas qu'on confonde les deux. Mais finalement, lui avait envie d'être mentionné. Il y a un deuxième problème qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé à Malte, donc ça, c'est ce qu'on raconte dans le film, et à la fin du film, on voit il est arrêté parce qu'il essaye de quitter Malte pour aller en Italie, et là il est arrêté, et c'est illégal, mais c'est une pratique courante à Malte. Il a été emprisonné pour 6 mois, et c'était le moment où on réalisait le film, et du coup c'était très compliqué d'avoir son consentement pour tout, mais finalement on a réussi, grâce à une amie journaliste à Malte, à le visiter en prison et à ce qu'il puisse être d'accord pour tout ce qu'on voulait faire. Et ça, c'était bien. Et puis quand il est sorti de prison, j'ai pu lui envoyer par WhatsApp le film et il a pu le voir, il était très content. Donc aujourd'hui, il n'est plus en prison, mais il est toujours un peu bloqué à Malte, mais il espère pouvoir quitter Malte et être relocalisé dans un pays d'Europe, d'un pays d'accueil plus accueillant que Malte, mais par un processus légal, quoi, pas en s'échappant de Malte en passager clandestin. Voilà, et donc, mais il n'a pas encore vraiment tout vu parce que j'espère que bientôt on aura la version anglaise du film. Et lui, il est anglophone, donc il n'a pas forcément compris la version française entièrement. Mais j'espère qu'il pourra voir bientôt la version anglaise, qui sera en plus encore plus un vrai modèle du type de journalisme que j'aime parce qu'on a décidé de garder les messages avec la langue que lui, il utilise vraiment. C'est-à-dire son anglais avec même des fautes d'anglais, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, que ce soit en français ou en anglais, de pouvoir restituer la langue dans toute son authenticité, un peu comme le fait Jean Hatzfeld, par exemple, qui est un grand modèle de journalisme de ce type-là, justement, dans ses récits sur le Rwanda, avec tout ce français du Rwanda qui est vraiment très beau, qui est vraiment, en fait, c'est du français, c'est pas des fautes, c'est juste un français qui a été réinventé. C'est un peu ce que fait aussi Jonas d'autres migrants qui sont anglophones. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais savoir aussi, Aurélie, du coup, vous qui travaillez beaucoup dans l'animation et qui travaillez notamment avec Arte, qu'est-ce que ça apporte pour vous le dessin pour documenter des faits ou voilà, par rapport aux autres documentaires que vous avez pu faire animés? En fait, pour chaque projet, le dessin, enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce métier, c'est de pouvoir trouver une forme spécifique pour chaque projet, pour chaque histoire, en fait. Quelle sera la meilleure manière de raconter cette histoire en images et d'essayer de trouver des concepts de réalisation, des idées visuelles qui permettront de mettre en avant aussi le caractère émotionnel de ces histoires et l'imaginaire.
de la poésie aussi. Comme ce que disait Kim tout à l'heure par rapport à la beauté, le fait de rendre les choses émotionnelles pour mieux transmettre un message parfois dur, ou parfois une forme aussi qui peut être élégante ou poétique et qui permet de faire passer des choses très difficiles sous une forme plus facile. Et l'animation aussi me passionne parce qu'elle permet de voyager dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut représenter dans le temps, dans l'espace et dans l'imaginaire. On peut représenter des choses de façon complètement onirique ou réaliste ou traverser les temps par les simples possibilités du dessin. Et je trouve que c'est un outil qui finalement fonctionne très bien avec le propos documentaire, parce qu'on peut être très exact et faire ressortir une vérité, ou la vérité en tout cas d'un témoignage ou d'un ressenti, parfois plus justement avec l'image avec une image, une représentation symbolique ou un dessin, qu'avec l'image filmée ou quelque chose de plus proche de la réalité. Merci à vous tous. On va être dans l'obligation de clore le débat. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vais tenir du coup le discours de fin. Donc, merci à tous et toutes d'avoir suivi cette dernière conférence des rencontres de la Sorbonne consacrée à l'exil dans les récits. Nous remercions tout particulièrement nos intervenantes et nos intervenants lors de cet épisode, du coup, Koshka, Kim Tsiu, Aurélie Paulet, Jérôme Tubiana et Gustava Almenara. Donc, cette conférence du 15 mars a été pensée par Anastasia Baryshnikova, Clara Dupraz, Héloïse Filvia, Édouard Fréchon et moi-même, du coup, Nelson Kei, avec l'appui de l'équipe communication des rencontres. Merci beaucoup à eux. Les rencontres de la Sorbonne sont un cycle thématique de conférences organisées par les étudiants du Master 1 Direction de projet ou établissement culturel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et accueilli pour la 5e saison au Carreau du Temple. Cette édition 2021 proposait de considérer la place de l'art dans les expériences et flux migratoires. Nous y avons discuté du lien entre migration et institutions, interculturalité, intégration, diversité, création artistique et récit. Tous ces échanges ont été rendus possibles grâce à plusieurs personnes que nous souhaiterions remercier. Dans un premier temps, nous souhaitons vous remercier, vous, le public, grâce à qui ces conférences se pérennisent. Du coup, on était presque 56, 57 aujourd'hui, je crois. Merci également à Marco Dell'Omodame, maître de conférence et responsable du Master 1 DPEC, de nous permettre de mener à bien ce beau projet. Et ensuite, nous adressons nos reconnaissances à tous les intervenants qui ont participé à construire nos échanges et sans qui les conférences ne pourraient exister. Donc, enfin, nous remercions l'équipe du Carreau du Temple, notamment Maëla, Bescon et David Maire, d'accompagner nos projets et de nous accueillir pour la 5e saison consécutive. Cette conférence signe donc la fin du cycle Art et Migration. Vous pouvez vous abonner du coup aux rencontres de la Sorbonne sur Facebook, Instagram, YouTube et SoundCloud pour suivre nos actualités. Vous serez ainsi prévenus lorsque nous publierons les podcasts de nos conférences dans les semaines à venir. Koshka, Kim Tsiu, Aurélie Paulet, Jérôme Tubiana et Gustavo Almenara, merci à vous pour cet échange. Nous vous souhaitons une belle soirée et le meilleur pour vos projets à venir. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.